Mais alors d'abord, je suis très content de vous retrouver à nouveau. Donc après cette période. Voilà. Donc je vais vous rappeler d'abord ce que nous avons fait la dernière fois. On va discuter sur les différentes solutions. Et en même temps, donc, on va essayer donc de voir d'avancer sur le même projet. C'est bien ça ce qu'on va faire. Donc on avance sur le même projet. Alors forcément, il y a des choses que je vais vous proposer moi-même. Vous avez quelques fonctionnalités qu'on va ajouter. Et bien sûr, vous pouvez à un moment donné faire des propositions. Et l'essentiel, c'est que on a la journée, il faut qu'on arrive à quelque chose, un exemple d'application qui permet donc de traiter tous les aspects en fait qu'on rencontre souvent dans un développement d'application d'une manière générale. Donc ça, c'est ce qu'on va faire. Donc, je vous rappelle que en fait notre application donc se compose de deux parties. Donc il y a la partie en fait back-end que nous avons créée. Il est basé sur Spring. Donc on a fait, on va dire, on a créé une première partie de cette application dans laquelle on gérait donc des produits et des catégories. Donc nous avons ça c'est le catalogue de produits. Et après forcément donc cette partie-là donc avec des API REST qui sont basés sur Spring Data principalement et Spring Data REST. Donc avec la particularité, on a ajouté un contrôleur REST. C'était juste pour, on va dire, comment consulter une photo et comment faire upload d'une photo. Alors, l'exemple d'application. Alors, la partie front-end, elle est basée sur... déjà, la partie back-end, nous avons utilisé une base de données H2. Donc, à un moment donné, on va basculer vers MySQL. Comme ça, on aura une visibilité sur la structure de la base de données. Donc, on va essayer de changer ça. Donc ça c'est l'une des choses qu'on va faire. L'exemple d'application c'est juste un début. Donc on a juste vu comment créer un composant web dans lequel on a la possibilité donc de consulter en fait les produits par catégorie. Et après pour chaque produit donc nous avons des informations. C'est pas encore assez complet. On va essayer de compléter ça. Et ce que nous avons fait, c'est en quelque sorte avec un produit, donc c'était juste l'occasion pour vous montrer comment faire upload avec Angular. Donc on a montré comment faire une opération de upload, d'ailleurs qui comporte un petit problème encore à régler. Exactement, ça c'est un problème de cache. Sans doute vous avez déjà pu trouver des solutions pour ça. Je vais vous donner une solution. Alors en principe, quand on fait ça c'est quand on fait un upload, donc forcément il faut actualiser pour voir la photo. Donc c'est un problème du cache effectivement. Donc ça on va essayer de régler ce problème-là. L'exemple, voilà ce qu'on va faire. Donc ça c'est en quelque sorte, j'ai essayé en quelque sorte d'avancer un petit peu sur le projet. Donc j'ai proposé quelques fonctionnalités que nous allons essayer donc d'implémenter. Et en même temps, donc c'est en quelque sorte, comme je disais, il y a des choses qui manquent, il y a des choses que nous allons pouvoir utiliser donc après par la suite. Alors l'exemple qu'on va faire, donc il y a déjà premièrement, donc là on va rester toujours sur le même principe. Là cette fois-ci, donc ça c'est alors même si on ne termine pas encore tous les aspects, après je vais vous donner le code source de cet exemple-là, donc vous pouvez vous baser sur ça pour le compléter, donc ça c'est une bonne chose. Alors dans l'exemple, nous avons toujours la possibilité, est-ce que tout est démarré? Non. Je vais arrêter. Alors j'ai deux versions, alors celle-là est... Je sais pas. Alors en fait, alors 40, 84, 43. Alors, dans la version, donc la partie backend, donc à un moment donné, je vais vous montrer comment basculer en HTTPS. D'ailleurs, c'est pour cela que
HTTPS, c'est localhost 84 43 84 43. Bon, ça, forcément, pour le cas de quand vous utilisez HTTPS, il y a la notion de certificat qu'il faut, donc on va essayer donc de parler de ça. Voilà, alors ici, ça devrait marcher. Voilà. Alors, donc l'exemple, donc nous avons différentes catégories. Alors, déjà, l'aspect affichage, on va essayer donc de le changer. Cette fois-ci, donc, on va utiliser un système d'authentification. C'est-à-dire, en quelque sorte, l'utilisateur, il peut accéder à la vitrine, il peut choisir ses produits, il n'y a pas de problème. Mais quand il va commencer à créer son panier, donc on va l'obliger à s'authentifier parce qu'il faut lui associer un profil utilisateur. Donc, on a besoin de garder des informations sur l'utilisateur. Donc, pour faire l'authentification, normalement, on devrait nous baser sur la technologie JSON Web Token. Donc, ça, c'est la dernière partie qu'on va faire. Juste pour ne pas trop, parce que sinon, on va rester sur cette partie-là. Donc, je vais vous proposer un système d'authentification qui est simple, qui va se faire en local storage. Et après, par la suite, vous allez voir, c'est assez rapidement, on peut le basculer vers le système d'authentification basé sur JSON Web Token. Alors, en tout cas, j'ai un certain nombre d'utilisateurs qui ont le droit, mais ces utilisateurs, c'est des utilisateurs qui sont stockés en local storage, donc par exemple admin. Alors si je suis admin, en principe j'ai la possibilité, donc je suis dans le, bien sûr je suis déjà si je suis un utilisateur user, un simple utilisateur qui n'est pas admin, donc on va consulter les produits. Alors forcément, vous avez des informations sur le produit. Ça, on va ajouter quelques images quand par exemple c'est en promotion, quand c'est par exemple les produits sélectionnés. Il y a des petites images qui indiquent un petit peu pour chaque produit, il est dans quel état. D'accord ? Ça, c'est forcément, on va choisir des petites images comme ça. Et on peut consulter. Il y a un autre composant qu'on va créer. Donc ça, c'est consulter c'est-à-dire un article, un produit. Donc la même chose, on peut consulter le détail, les informations sur le produit. Donc on va essayer de compléter le contenu. Et après, il y a le panier. Alors pour le panier, donc comme vous le voyez, donc pour chaque produit, vous avez un formulaire en bas, soit au niveau de la page ici. Donc vous avez un formulaire dans lequel vous spécifiez la quantité, c'est-à-dire de ce produit. Après, on va essayer donc de cliquer sur ça. Et ça permet donc, vous voyez ici, donc vous avez un panier, donc il y a un article qui est spécifié là. Alors pour les paniers, moi ce que j'ai proposé en fait, que la gestion du panier, il ne va pas se faire côté backend, il va se faire côté front-end. C'est-à-dire la gestion du panier, elle va se faire en local côté client, ce qui semble un petit peu plus logique. Parce que généralement la notion de panier, c'est la propriété du client. Il le prend, il met ce qu'il veut, il peut le stocker quelque part, il peut passer la commande quand il veut. Donc ce qui fait, on va essayer donc d'utiliser le système de local storage pour stocker le panier. Donc ça veut dire, en quelque sorte, si je vais vers le panier ici, donc je vais trouver, voilà, donc j'ai un panier par défaut. En fait, on va attribuer la possibilité à l'utilisateur de créer plusieurs paniers. Alors ça c'est juste... parce qu'à chaque fois que vous créez une application, il faut toujours chercher un peu quelque chose de particulier. Moi, ce que je suppose, c'est que je suis un utilisateur, j'arrive à un site, je prends un panier, je le garde, je l'enregistre dans mon local storage, je crée un autre panier, je mets des choses, je ne suis pas obligé de passer la commande. Et dès qu'à nouveau, je reviens vers mon application, donc je peux regarder mes paniers et après je décide de passer la commande ou pas. Donc en quelque sorte, ça peut être quelque chose de plus intéressant par rapport au système classique. Donc ça c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc ce qui fait, donc vous avez donc le panier et après on pourra ajouter, bien sûr, l'utilisateur il peut ajouter un autre panier. Bon, ça, si vous voyez, donc il y a le caddie 1, caddie 2. Alors ça tout ça c'est toujours côté Angular, côté front-end. Donc vous voyez, donc ça c'est le premier panier, le deuxième panier. Alors tous les paniers sont enregistrés en local storage. Et quand un panier est sélectionné, donc forcément quand j'ajoute des produits, par exemple là ce produit-là ajouté,
ajouter. Alors en fait, tout ce que j'ajoute, il est ajouté dans le panier qui est sélectionné. Alors ici, donc, j'ai un petit problème encore à régler, c'est un problème de rafraîchissement, je n'ai pas encore, voilà. Oui, donc ça c'est le panier 1, ça c'est le panier 2. L'essentiel, c'est que on va régler le problème de gestion de panier côté front-end, mais une fois que le panier il est là, donc on va passer à la commande. Alors en principe, quand on va commander, bien sûr, passer la commande, donc forcément on a besoin de saisir des informations sur l'utilisateur. Donc on va choisir par exemple le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse mail. Donc, ça peut se faire avec l'adresse Gmail ou la Facebook, par exemple, Facebook. Comment? Automatiquement, elle doit avoir des icônes, soit Gmail, soit Facebook. Gmail, Facebook, j'ai pas compris. Pour l'inscription. Ah, pour l'inscription. Alors, ici, en principe, d'abord, ce que vous avez ici, ça c'est soi-disant, vous voulez, une fois que vous êtes authentifié, alors ça veut dire qu'en principe, si vous n'êtes pas un utilisateur, vous allez créer un utilisateur. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est-à-dire que dans le système d'authentification, ici, alors si vous n'avez pas de compte, il faut créer un utilisateur. Il faut créer un compte. La partie, donc je n'ai pas spécifié la partie HADI, mais ça c'est assez logique. Donc quand vous voulez créer un compte, c'est à ce moment-là qu'on va choisir est-ce que c'est un compte, vous voulez utiliser un compte Gmail ou un compte Facebook, ou là, on peut se connecter via différentes API, c'est-à-dire ça on peut le faire. Mais là je suppose que l'utilisateur il a déjà saisi ces informations, il est déjà enregistré et il peut être authentifié, donc ça c'est la partie juste, on va dire basique. D'accord? Mais une fois qu'il est authentifié, quand il est authentifié, ben il a ses paniers. Vous voyez, donc à chaque fois qu'il revient vers ces paniers, ils sont toujours là. Et quand il décide de commander, je suis un utilisateur authentifié, je veux commander. Mais quand je passe la commande, ben je peux passer une commande pour quelqu'un d'autre. Ben je veux acheter des produits pour... Donc ça veut dire que quand vous allez passer la commande, je vais spécifier cette commande-là, ça concerne qui? Ça c'est le client qui va recevoir la commande. Donc on va spécifier les informations, l'adresse mail. Donc là, maintenant, forcément, on va vers la partie back-end. Alors automatiquement ici, à ce niveau-là, on crée une commande. Donc la commande, il y a des choses qui manquent là, donc le nom du client, l'adresse. Cette commande, il n'est pas encore enregistrée, donc tout se passe maintenant côté front-end. Et après, maintenant, quand je vais passer vers commander, vous voyez, donc là, il devient en vert. C'est à ce moment-là que vous avez un numéro de commande. La date commence, il est maintenant enregistré côté back-end. Donc à ce niveau-là, on a besoin de voir côté back-end. Si vous voulez, on a besoin de voir, d'ajouter à nouveau donc, la gestion des commandes, etc. Donc ça, c'est une partie que nous allons faire, bien sûr, une fois qu'on va interagir avec ça. On revient sur la partie back-end parce qu'on doit ajouter d'autres classes, d'autres éléments. Donc, enregistrer la commande et après, voilà, payer. Alors, le paiement, ça c'est un autre problème. La gestion du paiement, peut-être à la fin, je ne sais pas de toute façon qu'est-ce qui va nous rester le temps. Alors, c'est-à-dire juste spécifier quelque chose de très simple. On va spécifier, donc là, normalement, le paiement, il faut être dans une plateforme de paiement de e-commerce. Donc forcément, qui va vous permettre de spécifier le visa, le numéro de la carte. Il n'y a pas de vérification ici qui est faite particulière. Donc le code, ça c'est juste le code de la carte. En fait, le montant de la commande, on le connaît déjà. Donc, principalement, normalement, c'est un champ caché souvent, mais vous pouvez l'afficher à l'utilisateur parce que maintenant, il va effectuer un paiement. Alors, quand on va effectuer un paiement, vous êtes en train d'interagir avec une plateforme de télécommerce qui va interagir avec votre banque. Et quand on communique les informations c'est-à-dire pour la banque, on n'a pas le droit, ça c'est réglementé, on n'a pas le droit de spécifier les informations sur la commande, les produits, tout ça. Donc,
tout ce qu'on envoie, c'est que je voudrais voilà, enregistrer, plutôt payer une commande. C'est bon, c'est le numéro de la commande qui est envoyé pour spécifier le. Donc, voilà, une fois qu'on va effectuer ce paiement-là, alors forcément, c'est à ce moment-là donc qu'on aura besoin donc d'enregistrer comme quoi la commande a été payée. Et la même chose, donc au niveau du site du commerçant, on n'a pas le droit d'enregistrer les données sur la carte bancaire. Donc ça, c'est deux choses complètement différentes. Donc, on va vers une plateforme de e-commerce, c'est pour payer. Et quand je paye, donc je vais dire, je vais payer un montant. Et après, j'ai un numéro de paiement. Et après, je vais vers le site de commerçant, je vais lui dire, ça y est, la commande, il est payé. Et voilà le numéro, l'identifiant plutôt de la transaction bancaire. Donc, c'est-à-dire, il ne faut pas les informations sur la carte bancaire et toutes ces informations-là, ils ne seront jamais stockés dans le site marchand. Donc, ça, c'est interdit. Donc, sinon, c'est la catastrophe. Mais je crois en arrière-plan, regarde tes informations. Comment tu peux. On ne sait jamais chez client في هذا شي حاجه ما بداش Non. ولا خلاص ما بداش مش غادي نجوستيفي. Non, tout ce qui est lié, c'est que le paiement, il y a un numéro de transaction. Donc, ce qui fait entre le commerçant et la banque, ça c'est des transactions. Si vous avez le numéro de la transaction, ça veut dire que vous avez des informations sur le paiement. Mais ce n'est pas enregistré dans votre base de données. C'est chez la banque. Il faut demander les informations. Vous avez les informations sur. Mais par contre, dans votre base de données, vous allez enregistrer donc les informations sur le client et les informations. Ça, c'est des choses qui se font. Alors maintenant, il y a des sites de commerce. Ça, je vous dis dans la réglementation. Mais vous avez parfois dans des sites, vous avez on vous donne la possibilité vous-même, mais c'est à vous de dire OK, d'enregistrer vos cartes, c'est-à-dire les informations sur vos cartes, et comme ça parfois ils effectuent. Donc, mais ça il faut quelque part cocher, c'est-à-dire l'utilisateur doit faire ça. Il ne faut pas le faire automatiquement. Vous êtes dans un site de commerce, les informations sur le paiement généralement ça c'est juste une réglementation. Alors, en tout cas, donc on ne va pas s'arrêter à ce niveau-là parce que dans le e-commerce, il y a un tas de choses à dire à ce niveau-là. Mais quand même, si on arrive à la fin, peut-être on va parler de ces problèmes-là. Donc on va plutôt s'intéresser à l'aspect technique. Voilà. Oui. Le silence est enregistré pour les autres. Bien sûr. Comme toujours, je ne vais rien garder. Non, pour vous, pour les autres et parce que vous-même, même si vous êtes présent, c'est pas toujours évident parfois de prendre tout ça. Donc voilà, les fonctionnalités que je vous propose. Donc voilà ce qu'on va essayer donc de faire. Alors la même chose, il y a beaucoup de choses à apprendre encore la suite. Alors il y a des choses qu'on va essayer de faire comme ça, mais vous voyez, donc on n'a pas un plan particulier, mais on va essayer donc de développer. On va dire en ad hoc, c'est-à-dire on veut créer une application, au fur et à mesure on peut proposer des fonctionnalités, ajouter, supprimer, etc. Mais on arrivera au final à quelque chose comme ça. Et à la fin, je vous laisserai cet exemple d'application parce que ça peut être un exemple sur lequel vous allez vous baser. Et en même temps, donc, si on arrive à compléter toutes les fonctionnalités, ça serait bien. C'est bon? On peut aller comme ça? Bien. Alors, maintenant, si on revient sur notre application maintenant. Dans notre application, on n'a pas tout ça, on n'a pas grand-chose. Nous avons ça, nous avons juste... Alors, ce qu'on va faire déjà, si vous vous rappelez ce problème, il y avait un petit problème quand vous faites un upload. Vous voyez, donc vous avez fait upload, mais vous ne voyez pas la photo. Alors, on a pensé à faire des méthodes de reload comme ça, mais en principe, ce n'est pas ça la solution, parce qu'on a essayé de recharger. Alors, d'abord, je vais vous montrer en quelque sorte l'une des particularités que vous allez faire. Alors, on est dans la partie, voilà, front-end ici. Alors, je suis dans le composant. Alors, ce qu'on a fait, c'est quand nous avons un submit, upload photo. Vous voyez? Alors, quand on fait upload photo, donc la photo, elle est faite comme ça, mais après, on a ici, donc, c'est ça, get products.
Oui. Alors ça sert à rien. Parce que de toute façon, même si vous le rechargez, il va pas s'afficher. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que quand vous avez la photo, en fait la photo, en quelque sorte, le ID de la photo, soi-disant, il n'a pas changé. Vous avez changé la photo, mais le ID n'a pas changé. Le ID, c'est-à-dire l'URL de la photo ici. Parce que quand on affiche la photo, qu'est-ce qu'on fait? On utilise image, product, produit, ID. Donc même si vous avez changé la photo, donc il se trouve que l'URL de la photo, il est enregistré dans le cache du navigateur. Donc c'est-à-dire même si vous changez la photo, pour lui, vous lui dites je veux afficher cette photo-là, mais du moment qu'il se trouve dans le cache, il vous affiche toujours la photo qui se trouve dans le cache. Vous voyez le problème? Alors, On peut vider le cache. alors, vous pouvez vider le cache, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas toujours la meilleure solution. Alors ce qu'on fait généralement, d'ailleurs vous pouvez le constater, vous allez juste ajouter quelque chose comme ça, plus l'URL. Vous ajoutez point d'interrogation, par exemple, pour ne pas changer quelque chose en back-end. Et, par exemple, vous mettez timestamp. C'est-à-dire, timestamp, c'est qu'à chaque fois que vous faites update la photo, c'est le temps actuel, ça ne peut pas être le même. Et du moment qu'il change, il sera obligé d'aller vers la partie back-end pour charger la photo. Donc ça, c'est juste l'une des solutions les plus courantes pour ignorer, c'est-à-dire si vous voulez à chaque fois l'obliger à aller, on peut toujours ajouter ça. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire pour timestamp? On va mettre égal. Alors, je vais créer une méthode que je vais appeler getTimestamp, tout simplement, ici. Alors, mais ça en égal plus getTimestamp. Alors, getTimestamp, ça doit être une méthode que je vais créer dans le composant ici. Alors, timestamp, qu'est-ce qu'il va retourner? Il va retourner tout simplement date, par exemple, .now. Alors, autrement, vous pouvez le faire d'une autre manière, c'est-à-dire vous pouvez créer une variable que vous allez appeler timestamp de type number égale à 0. Ici, quand vous chargez la photo, c'est-à-dire une fois que la photo a été chargée, au lieu de faire ça, ce qu'on vient de commenter, on va dire tout simplement 10.timestamp égale cdate.now. Ok? Ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous mettez tout simplement, voilà, 10.timestamp, si vous voulez. Donc, vous accédez directement à la variable telle qu'elle. Alors, vous avez quelque chose. Alors, on va enregistrer. Alors, vous voyez donc cette technique-là, vous n'avez pas besoin de vous laissez votre cache, vous laissez la partie back-end. Pourquoi la partie back-end, on ne va pas la changer? Parce que tout simplement, dans chaque URL, vous pouvez toujours ajouter point d'interrogation les paramètres, même si pour la partie back-end, ce paramètre n'a aucun intérêt. Donc, j'ajoute ça, mais ça n'a aucun intérêt particulier. Alors, on va essayer de regarder si ça peut marcher. Je crois que ça devrait marcher. Alors, si vous regardez les outils de développement, alors si vous regardez les outils de développement, voilà, vous voyez donc ici ce que vous avez là. Donc, en principe, si je fais update, alors si vous regardez non, c'est pas la console, c'est network, oui. Ici. Si vous regardez l'URL qui est affiché là, donc vous allez vers photoproduct/10, ts égale. Alors ça c'est juste une astuce.
Et d'ailleurs, en quelque sorte, sur les commentaires posés dans la chaîne par quelqu'un, il a justement proposé cette solution, ce qui est, c'est l'une des techniques qui peuvent être utilisées en tout cas. Ça fait, c'est clair le problème. Alors maintenant, une fois qu'on a réglé ce problème-là, donc ça c'est un problème qui pratiquement qu'il fallait régler. Alors maintenant, on va essayer donc d'arranger d'abord. On va faire l'authentification et après on va arranger l'affichage. Parce que l'affichage, on ne va pas le laisser comme ça. On a utilisé un table, ça c'est pas très joli, mais en tout cas on va essayer d'arranger l'affichage après avant de passer à la gestion du panier. Alors pour le système d'authentification, donc en principe, on va créer un composant. Alors on va créer un composant d'authentification, donc c'est ng generate component login component. C'est pour notre page, notre composant d'authentification. Alors ce composant, donc au niveau de la gestion des routes, donc je vous rappelle qu'on a des routes ici, on va ajouter une route. Donc ici, login. Alors ça c'est component directement. Alors login, on va vers component, c'est login component. Voilà. Donc autrement dit, donc si je suis dans mon application, si je fais ça /login, je devrais avoir ici login works. Alors sauf que ici, en principe, quand on fait l'authentification, est-ce que oui, bon, je laisse ça. Mais en principe, dans la page d'authentification, souvent, on a une page isolée. Bon, vous pouvez un peu arranger un peu les choses. Ben, on va la laisser comme ça, c'est plus simple. Alors, dans notre page d'authentification, ici, dans login HTML, ben, il y aura bien sûr la partie donc div. Alors classe, on va utiliser panel primary ou default. Et après div classe panel heading. Donc ça c'est le titre, c'est authentification. Ici c'est panel body. Donc panel body, alors tout ça on va créer, on va pas le faire sur toute la page, on va utiliser voilà, container ou call MD6 par exemple, la moitié de l'écran, tout ça. Et ici on va ajouter les champs du formulaire. Alors pour le formulaire, nous avons besoin d'utiliser form. Bon, plusieurs manières de faire les formulaires, on peut utiliser dièse f égale ng form, ng form, et ng submit égale on login de f.value, c'est-à-dire toutes les données que j'ai saisies dans le formulaire. Alors après ici donc je vais créer un div classe form group. Alors dans form group, donc j'ai label. Classe, alors classe on va utiliser control label. Donc ça c'est username. Et un champ
input type égale à texte, name égale username, ng model, et quoi d'autre, c'est tout. Oui. Et classe. Classe form control, par exemple. Form control. Alors je fais copier-coller. Ça c'est password. Ça c'est type password. Password. Il y a un bouton submit. Alors bouton. Classe c'est btn. btn primary. C'est on a la possibilité d'ajouter un deuxième champ pour la confirmation de password. Ça, la confirmation du mot de passe dans la création du compte. Ici, ça, c'est s'authentifier. Alors, si vous voulez, après, on va ajouter, s'il n'y a pas d'utilisateur, on va cliquer sur s'enregistrer. Et là, on va saisir les informations sur l'utilisateur. Mais ici, donc, je suppose qu'on va faire quelque chose assez simple au départ. Ça va nous permettre d'aller rapidement vers les autres fonctionnalités. Ou après, bon, par la suite, en fonction du temps qui reste, on revient pour compléter ça. Parce que sinon, on risque, si on veut juste traiter la partie authentification de la création du compte, vérification de l'adresse mail et tout ça, JSON Web Token, ça on peut le faire. Il y a déjà des vidéos qui montrent comment faire ça, donc il n'y a pas de problème. Mais si on fait ça, donc ça risque qu'on passe assez de temps à ce niveau-là. Et nous, on a besoin de gagner un peu plus de temps dans un premier temps. Alors ça, c'est login. Alors ici, il ne faut pas oublier type submit. Alors maintenant, nous allons créer cette fonction en login. Alt entrée, elle est là. Donc ça c'est data value. Alors console.log value. Value, c'est-à-dire c'est les données que j'ai saisies dans le formulaire. Alors après, dans mon composant ici, composant app component, j'ai juste besoin d'ajouter un bouton s'authentifier. Alors on va le mettre ici. Donc j'ai ici une template très basique UL. Alors je vais créer un autre UL ici. Toujours navbar. Et je vais la mettre à droite, c'est pull right. Ben, on va utiliser ici donc il Alors il donc je vais utiliser un bouton, on va dire avec une image, span. Alors quand je suis sur Bootstrap, je vais utiliser glyph icon. Glyph icon login logout. Après on peut voir logout. Ici donc sur ce bouton là, on va utiliser classe. C'est pas classe, on va utiliser directement click on logout. Par exemple. Et maintenant, je suis bien dans App Component. Ici, donc, je vais créer cette méthode en logout. Et quand je clique, je vais faire un logout. Normalement, dans un logout, il faut vider le local storage, etc. Donc ça, on va y revenir. Mais pour le moment, ici, nous avons besoin de gestionnaire de route. Il est là, router. Donc directement 10.router.navigate by URL. Et on va spécifier ici directement /login. Alors ça c'est on va regarder ce que ça donne. Alors il y a quelque chose qui cloche. Une valise qui n'est pas fermée, des trucs comme ça. On ne peut le voir que dans la console. Alors ici donc div class panel ng. Hein? Voilà.
simple code. Mais il met celle comme ça. Ça veut dire vous êtes bien concentré. Alors ici donc dans login .html ici ng form tout à fait ça. Simple code. Encore. Il y a encore ng form parenthèse. There is no directive with the... en fait, on ne peut pas utiliser ng form parce que il faut ajouter dans le module, voilà, forms module, sinon ça ne va pas marcher. Alors la gestion du formulaire, ici donc vous avez HTTP client, ici il faut ajouter forms module. Ça c'est un module Angular. Ah non, quelque chose. Bon, alors j'ai ma page comme ça. Voilà, j'ai ce petit bouton, après il faut un petit peu l'arranger. Normalement, pour qu'il soit ça, il faut le mettre à l'intérieur d'un A, parce que sinon, dans cette template, au lieu d'utiliser bouton, vous mettez A. Ça c'est plus simple. Et vous mettez classe BTN. Je crois que ça va marcher. Voilà, c'est mieux. Alors ici donc, vous faites ça. Alors on est dans un formulaire, donc ça c'est la moitié. Nous avons ici, on va... ça c'est la console. Oui. Alors username, etc. Cliquez, hop. Alors tout ce que j'ai ici, donc j'ai username, c'est user1, password égale 1, 2, 3. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est que nous allons créer un service d'authentification. On va générer un service dans lequel on va faire cette authentification. Alors pour cela, donc je vais créer un service. Alors le service pour voilà, le créer, donc c'est ng generate. Alors les services, on ne les a pas, nous avons ici un peu les choses. Si vous voulez, on peut les mettre ng generate service. On va créer un dossier services / et vous mettez le service, on va l'appeler authentication service. Alors le service il est généré, donc il y a un dossier qui devrait être créé normalement, il est là, dans lequel nous avons le service d'authentification. Alors dans notre service d'authentification, on va faire quelque chose de plus simple. Tout d'abord, donc nous aurons besoin on va déclarer une liste des utilisateurs qui ont le droit d'accéder à l'application. Donc je vais l'appeler users directement égal, c'est un tableau dans lequel je vais créer des utilisateurs username. J'ai un utilisateur username, c'est admin. Password, c'est 1, 2, 3, 4. Et les rôles. Parce qu'après, par la suite, l'essentiel, c'est que même côté backend, quand je m'authentifie, je devrais aller vers backend pour récupérer. Si l'utilisateur est authentifié, il y aura un token qui va être généré. Et en même temps, les rôles de cet utilisateur. Parce qu'on a besoin de gérer la contextualisation. Alors, les rôles, c'est un tableau. Donc, je vais supposer que c'est-à-dire cet utilisateur admin, il a les rôles admin. Il a également le rôle user, par exemple. Et je vais ajouter deux autres utilisateurs. Donc ça c'est user 1. Ça c'est le rôle user. Et l'utilisateur user 2 avec le rôle user. Ça c'est les utilisateurs qui ont le droit
d'accéder pour le moment à cette application. C'est très pratique quand vous développez de faire des choses comme. Mais surtout quand vous faites que la partie front-end, donc vous avez besoin de développer des choses comme ça. Vous terminez votre application complètement et après par la suite, vous pouvez la brancher à la partie back-end par la suite. C'est une bonne pratique. Alors j'ai besoin également d'une variable qui m'indique est-ce que l'utilisateur est authentifié ou non. Par exemple, on va l'appeler isAuthenticated de type booléen. J'aurai également besoin d'enregistrer l'utilisateur qui est authentifié. Donc on va l'appeler user authenticated de type alors ici bon, on va dire on va enregistrer carrément l'utilisateur, l'objet. Alors si vous voulez encore faire mieux, donc dans notre modèle on va créer une classe user dans laquelle on va déclarer username et password. Pour le moment on n'est pas obligé, mais tout à l'heure de toute façon pour le reste on va créer des modèles, c'est-à-dire on va créer des classes pour structurer les données côté également front-end. Alors je déclare la variable et ici donc qu'est-ce que je vais faire? Donc j'ai besoin d'une méthode login. Alors login, c'est-à-dire quand on va faire un login, on a besoin de spécifier username de type string et password de type string. Alors ici pour faire l'authentification, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va parcourir ça et on va voir s'il est là ou pas. Donc je vais déclarer un let user et après je vais utiliser users.forEach pour chaque utilisateur 10.users. Donc je vais parcourir et je fais tout simplement if l'utilisateur username égale username, c'est-à-dire si le username égale username and u.password égale password. Ici, password. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Si c'est le cas, ça veut dire que l'utilisateur il est là, donc je vais utiliser user égale u. Bon, après je peux utiliser break, je sais pas si ce break là il marche. Ça c'est dans le non, c'est pas là, allez, normalement c'est vous pouvez utiliser bon, bref. Alors là, en principe c'est non, c'est-à-dire s'il est là, c'est pas la peine de chercher. Mais ici donc on n'a pas vraiment, c'est juste on est en train de bricoler, il n'y a pas de problème. Donc c'est-à-dire c'est quoi l'idée? C'est que si je trouve l'utilisateur dans un niveau, c'est pas la peine de passer à la suite, donc je quitte la boucle. Et d'ailleurs ici je peux pas faire break parce que je suis dans for each. Il faut utiliser for au lieu de for each. C'est pour cela que c'est exactement. Donc for, si vous voulez faire ça, vous pouvez utiliser for i comme ça. For let i égale à 0 jusqu'à 10.users.length et plus et vous faites des trucs comme ça. Alors ici bon, on n'a pas besoin. C'est pas ça l'objectif. Alors maintenant, ici donc l'utilisateur existe, on va l'enregistrer et à la fin, qu'est-ce qu'on va dire? If user, c'est-à-dire parce que par défaut, c'est quoi la valeur ici? C'est undefined. D'accord? Alors si l'utilisateur, c'est-à-dire si l'utilisateur, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va utiliser voilà 10.authenticated égale à true. Donc on va initialiser comme quoi l'utilisateur il est authentifié et on va enregistrer l'utilisateur authentifié. C'est-à-dire user authenticated, c'est quoi? C'est user, n'est-ce pas? Sinon, on va utiliser 10.authenticated égale à false.
Et si l'utilisateur est déjà authentifié, on va utiliser this.user égale undefined. Alors ça, c'est juste this.user authenticated. C'est bon? Alors ça, c'est un système d'authentification très basique côté front-end. Alors ici, donc ça, c'est le... Alors maintenant, une fois que nous avons ça, c'est pas... Donc on va revenir sur le login, ici, component. Ici, quand je clique sur login, qu'est-ce que je vais faire? Ben, tout simplement, je vais utiliser this.authentication service. Donc je vais déclarer ici authentication service de type authentication service. Et directement, je vais faire this.authentication service.login. Et après, qu'est-ce que je vais lui donner? Je vais lui donner, c'est value. Si vous voulez, ça, c'est les données du formulaire data form. Et je sais que dans mon data form, j'ai username et j'ai data form.password. C'est le principe d'injection des dépendances. Alors l'injection des dépendances, il est là. Ça, c'est le principe de l'injection des dépendances parce que vous injectez un service. Ici. C'est bon? On doit l'apporter. Alors en fait, on l'apporte ici, bien sûr. Parce que quand je fais avec IntelliJ, c'est plus simple, contrôle espace, etc. Donc mais c'est vrai, il faut faire attention que si vous travaillez avec un autre IDE, à chaque fois que vous utilisez quelque chose, il faut l'importer. Alors maintenant, si... Alors on s'est authentifié, ça c'est pas quelque chose, c'est une méthode synchrone. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? If. Alors maintenant, on revient vers le service. Parce que ce que nous avons ici, c'est des trucs qui doivent être publics. Ça. Sinon, il faut créer des getters publics. C'est bon? Alors ça veut dire qu'ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On va utiliser if authentication service .is authenticated. C'est l'égal à true. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va vers voilà, this.router. Alors maintenant, on va injecter encore le routeur ici. Donc ici, private. Router de type router. Donc this.router.navigate by URL. On va vers la route par défaut. Et je vous rappelle que nous, dans les routes, la route par défaut, il va vers les produits sélectionnés, je crois. Alors, c'est pas encore terminé. Alors, on va revenir là. Alors, je suis en train de m'authentifier. Alors, un utilisateur qui n'existe pas, forcément ici, il n'y a rien qui va se passer. Un utilisateur qui est authentifié, admin, 1, 2, 3, 4. Je suis authentifié. Alors ici, donc ça c'est très basique, mais ça débloque votre application. Vous avancez vers la suite en attendant que la partie back-end, tout ce qui est la partie donc authentification soit faite. Alors maintenant, ici, quand je suis là, ce bouton-là, je ne vais l'afficher que si c'est un admin. N'est-ce pas? On va gérer la contextualisation. Alors pour faire ça, c'est que dans le service d'authentification, je peux créer une méthode, par exemple, ici, que je vais appeler public isAdmin. IsAdmin, c'est-à-dire que, comment savoir si c'est un admin? Il faut d'abord tester if user authenticated. Parce que s'il n'est pas authentifié, donc on va retourner false, forcément. Donc on va utiliser if directement les rôles. Dans ce cas-là, if this.userAuthenticated.roles, je sais que dans l'utilisateur authentifié, il y a les rôles. Les rôles, c'est un tableau. Donc je peux utiliser .indexOf, admin directement.
Parce que pour chercher une chaîne dans un tableau, vous pouvez utiliser index of, il vous retourne la position où se trouve cette chaîne. Alors s'il est supérieur à -1, c'est-à-dire que ça existe. C'est-à-dire que parmi les rôles, il y a admin. Alors dans ce cas-là, on va retourner return true. Ici else. Alors return true. Ça y est, donc directement, on n'a pas besoin de else, return. C'est-à-dire, on va retourner true là, autrement, il va retourner false. Alors dans ce cas-là, nous avons une autre méthode qui est intéressante qui va nous permettre de faire ça. Donc je vais revenir sur le composant, ici produit HTML. Alors ici donc nous avons ici la méthode où est-ce qu'on va faire voilà. Ici c'est l'image, ça c'est l'image, ça c'est le bouton, ça c'est ce bouton là, n'est-ce pas? Alors tout ça normalement, d'ailleurs on va changer, on va mettre le ménage un peu ici parce que tout ça c'est pas bon. On va créer un div, on va utiliser tout simplement ng if. Quand est-ce qu'on va afficher ça? C'est ici uniquement authentication service. Donc là, dans notre composant, on a besoin d'injecter encore authentication service. Donc out service de type authentication service. Hein? Alors je le mets public parce que je vais directement l'utiliser ici dans la partie HTML. Donc je peux utiliser directement 10.authentication. Ça c'est ngIf authentication service. Vous voyez, donc ça c'est juste l'histoire d'accès. Point is admin. Donc dans votre interface, tout ce que vous voulez afficher uniquement pour l'admin, vous faites que ça. Alors si c'est un admin, j'affiche le bouton edit photo, n'est-ce pas? Alors tout ça, on select, tout ça c'est la même chose, CTRL X. Donc ça veut dire que toute cette partie-là, donc je ne vais l'afficher que si l'utilisateur est admin. Il faut faire attention, tout ça côté client, c'est de la contextualisation. Mais la partie backend à nouveau, avec Spring Sécurité, il faut également dire, voilà, s'il n'est pas admin, il n'a pas le droit de faire un upload photo, etc. Donc ça c'est juste... Alors, on va regarder ce que ça donne. Alors, ici, je suis user, admin. J'ai ça. Je peux changer la photo, parce que je suis un admin. Pas de problème. Je ne suis pas un admin, donc je suis un user 1. Là, en principe, après, par la suite, donc je suis dans le bon contexte. D'accord? Alors, maintenant, le problème, en quelque sorte, c'est pas encore réglé. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, l'utilisateur, à chaque fois que vous lancez l'application, l'utilisateur, on ne garde pas les informations sur l'authentification. C'est-à-dire l'utilisateur authentifié. Donc à chaque fois, il faut l'obliger de s'authentifier. Mais s'il est déjà authentifié, on va l'enregistrer en local storage. Alors, comme ça, c'est mieux. Alors c'est ce qu'on va faire ici. Vous avez communiqué directement les services. Oui. Si on a un composant. Alors ici, j'ai communiqué directement avec le service. Vous pouvez le faire dans même la partie HTML. Si vous voulez éviter ça, Si on a un composant, ça va alors c'est un composant. Ça c'est un composant. Je suis directement, c'est pas là. Je suis un composant. Je suis directement authentication service.is admin. Mais je communique avec un attribut du composant. C'est-à-dire que le service, je l'ai injecté dans le composant que je vais utiliser ici. Sinon, qu'est-ce que vous allez faire? Vous faites ça. ngIf is admin.
Dans ce cas-là, isAdmin, il faut la créer. ngif is. Là, on a créé le service. D'abord, il faut la créer dans le composant. Mais normalement, pour communiquer de components, tu dois passer par la compose construct. Non, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. En fait, les versions de Angular, il y a quand même le passage 2, 3, le 4, le 5, le 6. Il faut toujours regarder les versions. Il y a des choses qui évoluent assez rapidement. Donc il y a beaucoup de choses qu'on ne faisait pas dans la version 4 et qu'on peut faire à partir de la version 6, etc. Bon, la preuve c'est ça, donc ça marche, il n'y a pas de problème. Donc sinon, vous pouvez faire ça, isAdmin, vous allez vers la classe des composants, ici, et vous ajoutez isAdmin. Ici, qu'est-ce que vous allez faire? Return 10.authenticationservice.isAdmin. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Dans votre composant, vous faites appel à une méthode. Ouais. Et donc, ngif isAdmin. Ou isAdmin, c'est dans mon. Ah, bien sûr, oui, oui. C'est pas dans le login, c'est dans product. Donc ici, donc, je suis dans product.html. J'ai directement ici, voilà, la méthode isAdmin. Alors ça, vous pouvez faire ça, il n'y a pas de problème. Alors, comme je disais, donc, une fois qu'on est authentifié, ce qu'on va faire l'utilisateur, pour ne pas obliger l'utilisateur à s'authentifier à chaque fois, donc une fois qu'il est authentifié, donc il a ses informations sur le local storage. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va enregistrer l'utilisateur ici. Alors, je reviens à Authentication Service. Alors, je vais créer une méthode que je vais appeler SaveUser. Local user. Save authenticated user. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? If authenticated user, user authenticated. Alors, on va l'enregistrer en local storage. Alors, pour l'enregistrer en local storage, on va utiliser directement local storage.set. Set item. Je vais enregistrer un item que je vais appeler out user, par exemple, virgule, directement user authenticated, c'est-à-dire l'utilisateur qui est authentifié. Donc je l'enregistre le local storage. Mais là c'est pas bien parce que j'enregistre aussi le mot de passe. Parce que normalement on n'enregistre pas l'utilisateur, on va enregistrer que le token. Parce qu'en réalité quand j'envoie une requête vers la partie backend, si vous voulez on peut le faire ici. Donc c'est-à-dire quand vous êtes authentifié, on peut par exemple déclarer une variable. On peut déclarer une variable qu'on va appeler token de type string. Ok? Ou être token de type string, comme après on va utiliser JSON Web Token. Une fois que l'utilisateur existe, il est là, on va dire 10.token. Alors ici donc si vous voulez token, qu'est-ce qu'on va mettre? On peut mettre voilà user, un utilisateur. On peut mettre le nom de l'utilisateur, username, et les rôles. Parce qu'en fait, normalement, le token, vous y trouverez ces informations. Parce qu'en fait, à JSON Web Token, quand vous avez un token, vous pouvez récupérer username et vous pouvez récupérer les rôles de cet utilisateur. Mais après, par la suite, il y a d'autres informations, les claims, etc. Alors, vous pouvez faire ça. Vous pouvez enregistrer token avec username. Deux points. C'est quoi username? C'est u.username et les rôles
C'est quoi les rôles? C'est i.roles. Alors, c'est pas string, c'est un objet. Mais quand on va l'enregistrer on va l'enregistrer en format JSON. C'est-à-dire pour nous, mais en réalité, c'est une chaîne de caractères. On va l'enregistrer. Vous pouvez les concaténer, mais nous, si vous voulez, quand on récupère le token, on a quand même besoin de savoir username. C'est plus simple, c'est-à-dire à partir, parce qu'en réalité, dès que le token que JSON Web Token, c'est utilise JSON. Mais si vous voulez faire comme JSON Web Token, vous prenez ça et vous faites base 64 URL en code. Vous voulez créer un vrai token, vous utilisez base 64 URL en code, ça devient une chaîne de caractères. Mais comme je disais, donc, tout ça, on est juste en train de bricoler une solution qu'il faut compléter par la suite. Mais c'est déjà, comme ça, je pense que c'est bien. Alors ici, donc, ça veut dire que this token, il est enregistré. Donc ici, si l'utilisateur authentifié, donc qu'est-ce qu'on va enregistrer? Donc ici, c'est user token. Donc directement, on va enregistrer this.user token. Normalement, il faut faire c'est JSON.stringify parce qu'en fait, comme c'est le local storage, c'est l'objet de JSON, c'est token. This.token. Donc c'est une chaîne de caractères, mais en format JSON. Alors ça, c'est enregistré. Alors, une fois qu'il est authentifié, on l'enregistre. Alors, on peut vérifier, pour qu'on pense qu'on est en train de faire. Donc, login. Si l'utilisateur est authentifié, avant de faire ça, on va utiliser encore this.authenticationservice.save authenticated user. Alors, il est enregistré, on peut vérifier une fois qu'il est authentifié. Alors, login, je suis authentifié. Alors, on va regarder le local storage, ici. Alors, c'est dans application. Vous voyez donc dans les systèmes de stockage côté navigateur, il y a le local storage, il y a session storage, indexeddb. En fait, il existe plusieurs moyens pour stocker les données côté client. Alors ici, donc, nous avons utilisé local storage. Ici, vous voyez donc qu'on est bien dans notre domaine, HTTP 4200. Alors il y a plein de choses ici, je vais effacer tout ça parce que clear. Alors je reprends ici pour ne pas. Donc j'ai effacé le local storage. Il n'est pas sécurisé le local storage. On peut savoir la différence. Hein? Alors ici donc local storage, c'est-à-dire que toutes les applications dans ce navigateur, ils peuvent accéder à ce même local storage. Session storage, c'est-à-dire tout ce qui est créé dans session storage, il ne va être utilisé que pour la session courante. C'est-à-dire si vous ouvrez une autre fenêtre, vous n'avez pas le droit d'y accéder. C'est encore mieux, c'est-à-dire c'est dans la base de la session dans des situations. Et IndexedDB, c'est un local storage relativement mieux sécurisé, mais les données sont déjà organisées sous forme d'une base de données. C'est-à-dire les données sont enregistrées directement en format objet JavaScript, JSON. WebSQL, il fait appel encore à une autre norme du web SQL. C'est le format qui change. Mais de toute façon, tout ça, c'est quoi? C'est des fichiers. C'est des fichiers. Après, ce qui change, c'est les droits d'accès, c'est-à-dire est-ce que vous pouvez y accéder à partir de n'importe quelle application, est-ce que les données sont cryptées au-delà, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils sont enregistrés en format texte ou bien en format directement JSON, c'est des objets JavaScript, et après vous avez les cookies que vous connaissez. Donc tout ça. Quel est le plus? Alors ici, déjà local storage, c'est vraiment pour stocker des données non sécurisées.
C'est-à-dire que quand vous stockez des informations en local storage, le token de l'utilisateur, sachez que ce token-là, il peut être, c'est-à-dire n'importe quel utilisateur qui accède à la machine, il va vers local storage, ça, il va trouver les données, puis il va les prendre. D'accord? Alors, les cookies, donc ça c'est une autre manière, c'est que les cookies, ils ne sont accessibles que par, si vous avez un cookies, alors je crois que ça mérite toute une discussion, parce que les cookies, quand vous créez un cookie HTTP only, quand vous créez un cookie et vous ajoutez à la fin HTTP only, ça veut dire c'est un cookie qui ne peut être accessible qu'en envoyant une requête HTTP. Vous ne pouvez pas y accéder avec JavaScript. Avec n'importe quelle application, vous n'avez pas le droit. Donc, mais le navigateur, il peut l'envoyer. Et si vous ajoutez un cookie secured, ça veut dire qu'il ne peut être envoyé que via HTTPS. Donc, les cookies, c'est des choses assez classiques que vous avez. Quand vous utilisez les sessions, vous utilisez les cookies. Et quand vous faites l'authentification basée sur les sessions, vous utilisez souvent les cookies. D'accord? Mais comme je disais, donc les cookies, il y a encore des failles de sécurité à ce niveau-là. Mais comme je vous disais, donc la partie sécurité, donc ça mérite, c'est carrément c'est une partie dans laquelle il faut, si vous n'avez pas encore, il y a une vidéo que j'ai d'ailleurs partagée dans laquelle je parle de tout ça. Donc je vais vous donner le lien, vous pouvez la réécouter, je suis sûr que vous allez comprendre un peu globalement ces différents concepts. Alors donc je vais m'authentifier. Une fois que je suis authentifié, regardez ici, donc qu'est-ce que j'ai? J'ai user token. Ouais, de user token, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai username et j'ai role. Alors si vous ne voulez pas que ça apparaît d'une manière claire, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez utiliser, c'est pas du cryptage, c'est de l'encodage. Alors vous utilisez BTOA, on a déjà utilisé ça. BTOA, si, on l'a utilisé la dernière fois. Alors, oui, si. Si, on a utilisé le composant. D'ailleurs, si je vous montre le composant, parce que quand on passe le paramètre, vous vous rappelez? Aïe, il doit être quelque part ici. Aïe. Non? Donc chez projet à Ah, c'est projet. Ah, ici on n'a pas. Donc quand on. Ouais, d'accord, ouais, on n'a pas utilisé. C'est un autre. Ok. Alors voilà ce qu'on va faire, donc si vous voulez le voir quand même. Alors, app service, authentication service. Alors quand je vais enregistrer, ben, je vais enregistrer directement ça, vous pouvez aider. Alors je confonds BTOA de string, de tout ça. Alors BTOA c'est une base 64 URL. De chaque caractère, le système de codage des URL, et ça vous donne quelque chose comme ça. Ça c'est base 64 URL en code. En JavaScript, c'est comme ça que ça se passe. Alors, je suis ici. Alors, je vais m'authentifier. Vous voyez donc ce que j'ai là. C'est quoi ça? Alors ça, toutes les données que j'ai sont enregistrées, mais en base 64 URL. Alors, visiblement, ça, c'est pas sécurisé. Hein. Parce que n'importe qui prend ça, il fait la base 64 URL des codes, il va retrouver les informations. Pas top. Donc, vous revenez. Mais ça, c'est pratique quand on veut envoyer. C'est pour les tokens, c'est comme ça que JSON Web Token, c'est comme ça qu'il est écrit. C'est dit JSON, mais encodé en base 64 URL. Pourquoi c'est encodé en base 64 URL? Parce que si vous voulez le transmettre l'URL. Parce que pour transmettre un token l'URL, on n'a pas le droit de mettre des caractères comme accolade. Donc, quand vous faites base 64 URL, vous êtes sûr d'avoir une chaîne de caractères dans laquelle vous n'avez pas les caractères spéciaux qui ne sont pas transmissibles via les URL.
D'accord, c'est mieux encore que ce que nous avons fait tout à l'heure. Donc, non? Juste une question. Oui. Bon, maintenant, on utilise un système d'authentification qui s'appelle Goal. Le? Goal. Oui. On n'a pas obligé de l'utiliser. Vous parlez de... Oui, mais en fait, comme je disais, vous n'êtes pas censé... Alors si vous faites... Parce que de toute façon, il y a des applications, il y a des systèmes qui vous permettent d'utiliser des systèmes d'authentification pour tester la partie front-end indépendamment de la partie back-end, parmi lesquels il y a Guard. Alors si vous voulez l'utiliser, vous l'utilisez, etc. Mais en réalité, vous n'avez pas besoin. C'est-à-dire si vous faites des applications comme ça, c'est encore je préfère utiliser, vous basez sur quelque chose de transparent comme ça. Vous avez une solution très simple, très basique, vous maîtrisez bien et vous pouvez, à un moment donné, vous pouvez facilement la migrer vers la partie. Mais en tout cas ici, donc, vous voyez, donc ici nous avons déjà notre token. On s'authentifie pas en côté back-end, mais c'est en côté front-end. Mais côté front-end, ce token-là, il contient les informations essentielles, les username et les rôles. Parce que le token, il faut que vous êtes authentifié par un système d'authentification, il vous donne un token qui contient votre username et les rôles. Il n'y a pas que ça, mais après, bon, la différence par rapport maintenant à l'autre token, c'est que l'autre, il est sécurisé, parce qu'il est généré par un service avec un secret. Il n'y a personne qui peut le changer. Si vous le changez, il ne sera jamais accepté. Et en même temps, vous avez, donc pour pouvoir, à chaque fois que vous l'envoyez à une application, il peut facilement vérifier est-ce que le token est valide ou pas. Parce qu'après, dans le JSON Web Token, il y a également d'autres informations, comme la date d'expiration, il y a plein d'informations. Mais si vous voulez, comme je disais, donc, de la partie de la sécurité, on peut lui, si vous voulez, lui réserver un petit moment pour en parler en termes de concept. Mais sachant qu'il y a une vidéo qui est faite complètement, je crois que si vous l'écoutez, vous allez comprendre le principe. Alors, nous avons enregistré l'utilisateur authentifié. Mais quand on démarre l'application, il faut charger. Une fois qu'il est déjà authentifié, on va vers le local storage. Donc, on a besoin de faire d'une méthode qu'on va appeler encore load user. Load authenticated user from local storage. Bon. Alors ici, donc, je vais le charger. Comment je vais faire? Je vais utiliser donc d'abord token let token égale à quoi? C'est local storage point get item. Comment il s'appelle item? Je l'ai appelé authentication token. comment؟ عاودتها نحيدها الله يتنحيدها ما كاينش c'est trop d'ailleurs déjà le nom il est trop long effectivement load authenticated user from local storage tout à fait ça signifie tout donc ici donc j'ai l'utilisateur maintenant à partir de là donc je vais créer user. Alors pour faire user je fais l'opération inverse, c'est je vais utiliser ça, c'est normalement c'est JSON parce que ça devrait devenir un objet JavaScript. .parse JSON.parse. On va passer quoi? C'est atop, c'est l'inverse. DL token. Donc atop c'est base 64 et URL décode. Donc on a la chaîne comme il était. En fait je le fais parse en JavaScript. Du moment que c'est du JavaScript, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais dire if. D'abord il faut faire ici if token. C'est différent de nul parce que si ça n'existe pas, ok.
Alors, si le token, je fais ça. User. Alors, j'ai l'utilisateur. Une fois que j'ai l'utilisateur, je peux dire this.authenticated user. Ou bien user authenticated. Non, user authenticated, c'est. Alors, pour ne pas dire user, je peux. Oui, user. Parce qu'on fait username, mais avec le password, on n'a pas besoin de toute façon. Normalement, dans l'utilisateur qu'on va enregistrer, on n'a pas besoin d'enregistrer le mot de passe. Donc, directement, vous pouvez faire égal user. Sinon, vous voulez mettre que les données, ça, vous pouvez utiliser ces username. Et c'est quoi la valeur username? C'est user.username, virgule, etc. Mais ici, on n'a pas besoin. On va mettre directement user. Mais en réalité, quand c'est un token, parce que vous avez beaucoup d'informations, tout le temps, on fait comme ça. Donc, c'est un objet dans lequel username, c'est quoi sa valeur? C'est user.username, virgule role. C'est quoi sa valeur? C'est user.roles. C'est parfait. En même temps, on va dire l'utilisateur il est authentifié this.authenticated user. This.isAuthenticated égale à true. Il est déjà tout. فين؟ لاحظ Il est déjà modifié. لا ولكن لاحظ en fait il me faut une accolade, non? Pour laquelle ah ouais, c'est là. Non, parce qu'en fait, quand vous chargez, alors par défaut, c'est pas true. Is authenticated. Parce que quand vous chargez la page à nouveau, donc par défaut, donc le contexte est chargé, donc la valeur, quand vous actualisez d'ailleurs, c'est que toutes les données, les services vont être instanciés, donc et du coup tout est initialisé vers ça c'est le contexte de Angular qui va être rechargé. C'est bon? Vous me suivez? C'est parfait, donc bien, c'est très bien. Alors, ici, donc, sinon, si le token il est différent de nul, donc je ne fais rien. Donc, en principe, automatiquement, il va garder les valeurs par défaut. Mais quand est-ce que je vais charger l'utilisateur? Quand je démarre l'application. Alors, l'application démarre avec App Component. Donc, je sais que App Component, c'est le premier composant qui est chargé. Bien. Quand je charge l'application, le premier composant qui est chargé, c'est App Component. Of App Component, fait ng on init. Déjà, je charge les catégories. Mais avant même de charger les catégories, je vais lui dire this.authentication service. Il faut encore l'injecter. Donc, auth service, c'est authentication service. Donc this.authentication service.load from local storage. Donc automatiquement, s'il trouve l'utilisateur, il est chargé, donc automatiquement votre application, il sait que vous êtes authentifié, il connaît username, il connaît les rôles. Donc on peut accéder sans obliger l'utilisateur à faire ça. Mais par contre, quand on fait un logout, ici, logout, il faut supprimer le. Donc, donc logout, il fait appel. Bon, déjà, on va regarder un peu ce que nous avons fait ici. Est-ce que ça marche? Il y a une accolade qui manque dans le service, la ligne numéro 59. Dans la ligne numéro 59, il y a une accolade. Donc, voilà. Je vous disais qu'il y a une accolade qui manque. Ça, c'est tout à fait logique. Load authentication user. واش كيف توكن ولا ديستون؟
Là, index ça. Ah oui, oui. Oui, vous avez raison, c'est token. C'est pas 10 tokens avec le tape. Mais je Tu vois. crois que c'est la chose. لا حيت حنا كنمشيو للوكال كنشارجيو في التوكن Variable ماشي global equivalent. سي هنا 10 توكن حيت on a déclaré la token il est là. C'est une حيت on enregistre le token également 10 points token شتي token. Mais token pour nous maintenant si vous voulez c'est un string. N'est-ce pas? Là, ici, c'est un objet, ok? Mais si vous voulez l'enregistrer en tant que string, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire ici token du type string, ok? Ici, qu'est-ce que vous allez faire? JSON point stringify de BTOA ديال هادشي كامل. لا BTOA ça se constring. Non, attendez, اسمحوا لي c'est le BTOA ديال JSON عندك ça. C'est BTOA base 64 URL en code. C'est-à-dire même au niveau du contexte, vous avez le token, il est enregistré. Il est enregistré dans le contexte sous forme d'une variable, il est enregistré en local storage. Ça fait? Alors ici donc, c'est pas 10 point token, c'est celle qu'on vient de lire, T. If T. Et ce qu'on va faire ici, c'est T. Une fois qu'il est enregistré, vous pouvez utiliser 10 points. Si vous voulez enregistrer 10 points token égale T. C'est chargé. Est-ce que vous êtes d'accord? L'essentiel, c'est que j'ai ici, le plus important pour moi, c'est ça. Il est authentifié, user authenticated. Voilà les données, les rôles d'utilisateur. On va vérifier si ça marche. Alors, on va authentifier l'utilisateur. Voilà, donc il est authentifié, il est enregistré. Maintenant, si vous allez vers votre application, vous la démarrez une deuxième fois, il y a une erreur, donc forcément, il faut corriger. Alors, cannot index off undefined. Alors en fait, isAdmin, avec le isAdmin, parce qu'en fait dans la page on utilisait if isAdmin. Or, ici isAdmin, on suppose isAdmin, voilà. Had index of role user authenticated. Nous avons quelque chose qui cloche ici. Parce qu'il nous dit que index of donc dans la ligne authentication numéro 40. Ici. Donc ici j'accède user authenticated roles index of. Mais il se trouve que roles ici c'est-à-dire بحال ما كاينش il retourne يمكن نسينا واحد اس ولا tu vois il est undefined et quand vous avez quelque chose undefined index off donc le problème quand on charge l'utilisateur ici roles alors this user authenticated username الديكود ديال هذيك الطوق نعاودو عاوتاني نديرو الديكود نحطو غير نقدروا نديروا واحد alors qu'est-ce que nous avons ici parse atob ديال T alors on va afficher الكونسول. c'est le fait console.log Mais avant 10. on va afficher les deux alors ici j'affiche 10 points
user authenticated. Et là, j'affiche user. Il y a quelque chose qui manque. Alors, je m'authentifie, pas de problème. Bon, je suis là parce que je suis authentifié d'une manière normale. Maintenant, je vais m'authentifier à partir de local storage. Donc, quand je fais ça, ça ne marche pas. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Parce que voilà, il m'affiche role undefined. Donc, ça veut dire qu'on a un problème quand on a enregistré les rôles. Alors, je vais vous dire pourquoi ça n'a pas marché. Parce que avec les rôles, il faut le faire un stringify. Ici, quand on enregistre le token, où est-ce qu'on enregistre le token? Save user. Authenticated user. Le stringify de token. This.token. Alors, token, il est où? Ah! Vous voyez, donc on a changé. On a déjà, token pour nous, c'est déjà un string. Est-ce que vous voyez ce qu'on vient de... Avant, token, on l'avait enregistré comme objet. Objet fait username, plutôt username et role. D'accord? Maintenant, il est déjà contenu authentifié, il est déjà enregistré en format string. C'est-à-dire base 64 URL. Donc ici, on n'a pas besoin de reprendre ça. Quand je fais save user, je n'ai pas besoin de... Donc ça, c'est un BTOA de BT. Oui. Alors, est-ce que vous voyez le problème? Donc string if, donc ici on enregistre. Qu'est-ce qu'on enregistre? Donc je vais token, tout simplement. Il n'y a pas de BTO parce qu'il est déjà enregistré. Donc 10 points. Est-ce que vous voyez? Parce qu'en fait le token, il est déjà en string. Parce que là, tout à l'heure, on a fait en deux étapes. Est-ce que vous avez compris? Alors ici, donc j'enregistre le token et je reprends mon système d'authentification. Je suis authentifié. Alors maintenant, je vais charger. Vous voyez donc je suis authentifié en tant que toujours user. Alors voyez user, voilà le rôle, etc. Il n'y a pas de problème, on a les données. Alors supposons que je suis admin. 1, 2, 3. Donc je suis authentifié, donc j'ai le droit de faire des opérations comme la modification de la photo. Alors maintenant la prochaine fois, si je reviens à l'application, je suis toujours admin. Elle est là. C'est-à-dire mon système, il garde. Alors pour les applications mobiles, ça c'est ce qui se fait. Parce que de toute façon pour les applications mobiles, on ne va pas à chaque fois vous lancer WhatsApp, on va vous dire username, password, parce que c'est local storage. Dès que vous lancez l'application, elle récupère votre token, vous êtes authentifié, donc ça se passe comme ça. C'est clair? Alors il reste quand même quelque chose. Quand on fait logout, il faut détruire le local storage. Alors c'est ce qu'on va faire ici. Donc le logout. Alors public remove token from local storage. Alors en fait je les appelle comme ça, juste comme ça vous oubliez pas à quoi ça va. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est local storage point remove item. شنو هو الايتم؟ authentication token. C'est bon? Is authenticated false. Alors هنا كيفاش؟
une valeur booléenne. Variable. Là. Là, remove, c'est... Oui. Tout à fait, vous avez raison. On va supprimer. Et si tout se passe bien, on va dire, voilà, this.isAuthenticated égale à false. This.token égale undefined. Alors ça, tout ça, vous faites une méthode qui initialise les paramètres et user-authenticated égale undefined. Alors pour ne pas reprendre les opérations plusieurs fois, de toute façon, à chaque fois que vous déconnectez l'utilisateur, il fait ça. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Alors ce qui va se passer, c'est que je suis authentifié, il n'y a pas de problème. Donc dans mon application, en local storage, j'ai bien token, il est là. D'accord? Alors maintenant, si je recharge l'application, il recharge l'application avec toujours le bon. La preuve, ici, je suis toujours admin. D'accord? Mais si je fais ça, alors ici, normalement, il devrait être supprimé. Parce que là, vous ne voyez pas il faut actualiser. Parce que ça, c'est juste un rafraîchissement. Actualiser. C'est pas normal. Là, parce que normalement, quand logout, je n'ai pas encore supprimé. Tout ça. Alors maintenant, dans le appComponent.ts, nous avons logout. Donc avant d'aller vers login, on va faire this.authenticationService.remove ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, alors, ça c'est un système d'authentification très simple. Alors quand je fais ça, vous voyez donc il est supprimé de là. Alors s'il est supprimé de là, regardez ce qui va se passer. Ben, je ne vais pas m'authentifier, j'accède à l'application, il rentre, mais par défaut, les valeurs par défaut. Je n'ai les valeurs par défaut, il n'est pas authentifié, je ne connais pas l'utilisateur, il n'y a pas de problème. Mais dès que je vais vers le panier, quand il va ajouter un produit dans le panier, automatiquement, je vais l'obliger à s'authentifier. C'est-à-dire, il peut accéder, il n'est pas obligé de s'authentifier, c'est normal. Dans un site de e-commerce, les gens ils peuvent voir, ils peuvent naviguer, ils ne sont pas obligés de s'authentifier. Mais dès que je clique sur le bouton « Ajouter le produit au panier », je vais faire un test. Si l'utilisateur n'est pas authentifié, il va t'authentifier. Après, si l'utilisateur n'est pas créé, il va créer un utilisateur, etc. C'est clair? Parfait. Alors, pour passer à l'étape suivante, il est 11h, donc on va prendre un quart d'heure de pause. Et comme ça, directement, on passe vers la deuxième partie, la gestion du panier. Alors, si on termine la gestion du panier, en principe, de toute façon, on va terminer. D'ici 13h, on va terminer. Alors ça, on va... Bon, en fait, on n'a pas fait 2 heures, mais on a fait 1h34. Parce qu'on n'a pas commencé à 9h, on a commencé à... Mais si... Ouais. Si vous voulez, avant de prendre la pause, on va juste arranger l'affichage de la partie, 5 minutes, et après on... Alors moi, ce que je voulais faire, c'est un truc comme ça. Un truc qui ne marche pas. Et ce que j'ai fait HTTPS et tout ça, j'ai pas encore vraiment complété parce que le certificat, il faut dire, tu reviens, et trucs comme ça. Bon, c'est juste bricolage. Donc ce que je vais faire, je vais afficher la photo. Il n'y a plus de table. Qu'on ne va pas afficher des tables, c'est pas une bonne chose. Utiliser table dans l'affichage et des divs avec un style comme ça. Donc je vais afficher l'image et je vais afficher ici donc des divs dans lesquels je vais afficher les trucs comme ça. Alors pour arranger ce système, je vais utiliser dans Product HTML. Voilà. Alors ici donc je suis dans la partie Panel Body.
Donc je prends directement l'image ici. CTRL X. Je la mets dans sa taille normale. Je ne vais pas mettre height parce que j'ai des images en quelque sorte. On va utiliser des images parce que normalement dans les sites de e-commerce il faut que les images soient bien redimensionnées, etc. Sinon, à la rigueur, si vous voulez vraiment la fixer, alors si on va mettre la hauteur, c'est 200. C'est pas beaucoup. 150. Alors, je vais juste revenir à ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? Quel type d'affichage? Alors, j'ai... Alors, ici, je fais MT5. Alors ça c'est le produit, non, c'est product. Ça. Donc nous avons donc directement panel body. Donc j'affiche l'image. Bon, je vais utiliser le style img thumbnail. Et après, bon ça, je fais un div. Bon, ça c'est un div. Je fais un div. Là, je fais un div. Oui. Vous voulez que je copie ça? Copier-coller? Alors c'est juste l'affichage, je vais prendre tout ça. Parce qu'il y a quand même avec le formulaire qu'on va ajouter. Vous voulez qu'on copie ou là on tape aussi? Hein? Copie. Ça. Alors, copier. Jusque là. Mon body. Voilà. CTRL C. Alors je reviens vers mon exemple ici. Web, ça. Je prends tel slash body. Alors le slash body de ça. C'est-à-dire de table jusque là. CTRL V. Alors maintenant on va regarder qu'est-ce qu'il y a ici. Donc j'ai l'image. Alors ça c'est quelque chose qu'on va faire quand on va cliquer sur l'image, on va encore vers le détail du produit. Okay. Alors ici source, on a fait la même chose. Ça c'est ce que nous venons de faire tout à l'heure. Nous avons, si c'est un admin, le bouton upload et tout ça, pas de problème. J'affiche la description. J'affiche le prix. Alors c'est donc j'affiche current price. Alors là c'est un peu... On l'a appelé current price, c'est ça? La partie backend, oui, c'est la même chose. Bon, ça c'est le format du nombre, etc. Number. Là, maintenant on va tester. Il est qu'un de promotion. Je vais afficher une image que je vais appeler promo.png. Si c'est selected, j'affiche une image favorite PNG, available.png. Après, j'ai un formulaire en bas dans lequel formulaire. Une fois ce formulaire-là, il va appeler une méthode en add product to Caddy, qu'on va créer par la suite. Et ici, donc, qu'est-ce qu'on va mettre? La quantité. On va mettre un input de type number qu'on va appeler quantité. Alors, par contre, ça, en principe, p.quantité. Alors, dans notre partie backend, parce que je crois que j'ai ajouté... oui. Alors, en fait, dans la partie backend, dans mon produit, il n'y a pas de quantité, n'est-ce pas? En fait, avec le champ, de toute façon, il n'est pas. C'est juste une manière un petit peu. J'ai ajouté par défaut un attribut quantité dont la valeur égale à 1.
Mais ça, on le fait côté JavaScript. Donc côté backend, même s'il n'y a pas, mais côté JavaScript, pourquoi? Parce que la valeur dans le champ, ici, dans le champ, ce champ-là, la valeur, la quantité qui va être affichée par défaut, c'est 1. Donc je vais la lier à une variable ici, p.quantité. Alors ici, si vous voulez, je ne vais pas faire ça pour le moment, donc on va régler le problème tout à l'heure. Alors ici, donc j'ai encore bricolé quelque chose ici. Bon, ça c'est la taille du nombre, etc. Ça c'est juste un style, mais on peut faire mieux. Hein. C'est-à-dire avec Bootstrap, vous pouvez quand même régler, parce que quand vous utilisez un champ de type input number, avec size ne marche pas. Avec un input type number, mais plutôt width, size, HTML, le nombre de la largeur du champ. Ah, c'est size. Avec size, pour le type number, ne marche pas. Donc le seul moyen pour redimensionner ce méthode, c'est de jouer avec CSS. Et après, à la fin, j'ai un bouton. En fait, le bouton, tu as refait une image. C'est un bouton kadi.png. Donc il me faut les images. kadi.png, available.png. Bon, toutes ces images-là, donc je les ai bricolées à partir du web. Donc j'ai quelque chose comme ça. Je les ai mises dans Assets. J'ai un dossier Image. Donc Available, Kadi, Favorite, Promo. Copier le dossier. On va le mettre directement dans Assets, ici. On va créer un dossier. Ok. Et sont là les images. Alors, on va revenir à notre application. Il n'y a pas de surprise. Alors, nous avons quelque chose comme ça. Bon, après, nous avons besoin d'un style CSS parce que il se trouve que maintenant la taille, il faut qu'on règle la taille de la hauteur, sinon il y aura un décalage. Hein? Alors, vous voyez, donc ça c'est des photos. Mais pourquoi c'est des photos que nous avons. Alors ici donc, j'ai ça, vous voyez donc il me faut une valeur par défaut. N'est-ce pas? Alors pour la valeur par défaut, alors moi ce que j'ai fait ici, donc j'ai bricolé une solution dans la partie backend ici. Je crois dans product, j'ai même ajouté quantité, même s'il ne sert à rien. Quantité. Oui, j'ai quantité, mais il n'est pas dans la base de données. C'est un champ. Quand je sérialise en JSON, on dit la quantité, la valeur par défaut égale à 1. Mais est-ce qu'il est dans la base de données? Non. Alors j'utilise GPA, transient. Transient, c'est-à-dire que la table, je ne vais pas stocker le champ. C'est un champ transient. La même chose, c'est tout. Ok? Alors ça c'est en quelque sorte quelque chose que je vais ajouter dans ma partie backend ici. Donc j'ai un champ product, je vais ajouter quantité égale à 1. Comme ça, quand il va sérialiser en format JSON, il y aura ça. Sinon, vous créez une méthode getQuantité et après il vous retourne la quantité, vous mettez la valeur par défaut, c'est 1 si vous voulez. Mais ça, à vrai dire, tout ça, c'est pas nécessaire. C'est une solution plus rapide et plus efficace. Le contrôle de transit, JSON ignore. Là, هاد ترانزيت ديال GPA ماشي ديال JSON ignore. Alors JSON ignore, ça veut dire que j'ai un champ dans l'objet que je ne veux pas sérialiser en JSON. Mais transient, ça veut dire quand il va créer la table product, il va créer la table product, il y aura ID, il y aura tout ça, mais il n'y aura pas de quantité parce que c'est un champ qui n'est pas persistant. C'est un champ transient. Vous pouvez toujours ajouter des champs transients, ils ne sont pas dans votre base de données, mais côté client, parce qu'on en a besoin, parce que ça va nous simplifier. Sinon, quand on récupère le produit avec JavaScript, il faut aller ajouter la valeur par défaut égale à 1. Vous ajoutez un champ, sinon vous cherchez une autre solution.
JSON ignore le champ enregistré dans le résultat. Oui, JSON ignore c'est que les données dans la base, mais ils ne sont pas sérialisés en format JSON. Là, c'est un peu l'inverse. Il n'est pas dans la base, mais quand j'envoie l'objet, je vais envoyer des données supplémentaires autres que celles. Par exemple, ici, c'est. Alors, je vais arrêter, je vais démarrer, et je reviens à la partie front-end, ici, et je vais ajouter ce que j'ai fait tout à l'heure. C'est ici, donc ng model. Alors, pour lier ça, on va utiliser donc c'est two-way binding, ça vous savez ce que c'est. C'est entre ça, c'est ng model égale à quoi? Égale cp, le produit lui-même, p point quantité. Alors, bien, c'est parce qu'on a une base de données H2, donc en fait, Chaque démarrage. oui, chaque démarrage, les données ne sont pas là. Vous voyez? Alors ici, donc il y a la valeur par défaut. Ça veut dire que bon, c'est juste une manière un petit peu de faire avec un minimum de. Mais ça suppose que ici vous avez accès à la partie backend. Si le backend il est imposé par d'autres et que l'information n'y est pas, il y a plein de solutions. Parce qu'en réalité, P, vous mettez juste p.get ben vous mettez get one. Mais réel problème, c'est quand vous faites ça, c'est qu'il va s'afficher. Mais quand vous allez la modifier, ben il est perdu. Donc ce que je veux, c'est que une fois que je la modifie, il va directement vers ce champ. Donc c'est-à-dire que ici, donc j'ai côté front-end un objet product dans lequel j'ai en quelque sorte une quantité. Parce que de toute façon, quand je vais acheter un produit, je l'achète toujours avec une quantité. On a dit que la quantité, quand on va l'envoyer, on va l'utiliser au niveau de la commande. Parce que la commande va se composer d'un ensemble item product. Of item product, on aura besoin de cette quantité. Mais en tout cas, donc, je vous ai montré ici une solution relativement très simple. On va l'utiliser comme ça. Vous avez votre champ aussi bien. Alors ici, je ne suis pas admin, donc je ne peux pas changer les photos. Donc je vais m'authentifier en tant qu'admin. Donc je vais changer la photo. En principe, j'ai ici des photos que j'ai piquées AliExpress. C'est des photos comme ça. Donc juste avoir des photos quand même. Alors normalement même à modifier la photo ça n'a pas de sens, mais quand je clique sur ça, oui, je vais maintenant vers le détail c'est là plutôt j'ai besoin de faire ça, plus pratique. C'est quand je consulte le produit, si je suis admin, ben, j'ai des petits boutons, je vais changer le prix, des trucs comme ça. Il faut avoir un peu un truc user experience qui est assez intéressant. Parce qu'en fait, c'est ce qui fait la différence avec quand vous êtes dans un framework comme Angular qui est réactif, il faut exploiter cet aspect réactivité. Alors voilà, donc ça c'est l'affichage. Maintenant, après, par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste régler le problème. On va consulter d'abord le produit, le détail du produit, et on va gérer le panier. Alors si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter à ce niveau-là. Je crois ici, même si je fais un copier-coller, c'est assez clair, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème. Ah, ouais, ce que j'ai... Oui, tu m'as rappelé. Tu m'as... Hein? Voilà, exactement. Donc c'est... Là, c'est une certitude. C'est que, si vous voulez, le design, c'est quelque chose qui prend plus de temps que parfois que le...
Parce que vous faites votre travail. Alors parfois vous passez toute une journée juste à dire mais ça me plaît pas, ça me plaît pas, etc. Vous changez que des trucs. Donc ce qui fait que quand on a un temps limité comme ça, donc dès qu'on trouve une solution, on ne va pas trop tarder parce qu'on peut faire mieux. Moi ce que ici, vous voyez donc la taille, oui, la taille, on va dire, la hauteur, on va fixer. Et d'ailleurs, si vous avez remarqué ici, donc quand j'ai fait un copier-coller, j'ai ici une classe. J'ai créé une classe sur ça, je crois. Voilà, heighted. Je l'ai appelé comme ça. Heighted, c'est quoi en fait? Heighted, c'est une classe dans product.css. J'ai mis 420. C'est-à-dire, en fait, c'est une manière un petit peu de fixer pour ne pas. Parce qu'il y a juste. C'est vrai, ici, donc j'ai fixé la hauteur de l'image. Le problème ne devrait pas se poser. La hauteur de l'image, ici, on ne va pas la fixer. Ce qui n'est pas forcément... Alors ici, donc, je suis là. Donc ça, c'est panel, ici. Je vais ajouter height. Et je vais créer une classe CSS. Product CSS. Que je vais appeler .heighted, dans laquelle c'est height. Ce que je disais, c'est 420 pixels. Est-ce que ça va suffire ou pas? Parce que j'ai fixé la hauteur, donc ça peut ne pas être une bonne. Oui, bon, ça suffit. Vous voyez, donc une manière un petit peu de fixer la hauteur, comme ça je suis sûr d'avoir. J'ai choisi ici donc de sélectionner les. Bref. Cette partie-là, on va s'arrêter à ce niveau-là. Alors ici, j'ai utilisé MD6. MD6, ça veut dire que j'ai combien? J'ai deux. Voilà. J'ai deux produits par ligne. Voilà, donc après la pause, on va continuer.